Bonsoir et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Adia qui nous élaborera la raison pour laquelle son iPhone est important pour elle. Elle partagera également quelles fonctionnalités lui permettent de maintenir de bonnes relations et bonnes habitudes. Salut Adia et bienvenue à découvrir. Bonjour, merci. Donc, venez nous parler de votre téléphone. Dites-moi pourquoi avez-vous choisi celle-là en particulier? Alors déjà, ce qui m'a permis de choisir ce téléphone, c'est déjà le fait qu'il a un grand écran, un écran de 6,7 pouces. Et ça m'a aidé et ça me procure plutôt un confort visuel, que ce soit pour mes appels ou pour regarder des vidéos sur Internet. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment la chose qui m'a plu le plus. OK. Et est-ce que votre téléphone a une bonne autonomie de batterie? Oui, personnellement, je suis une personne qui utilise beaucoup le téléphone, donc ça affecte vraiment mon choix de téléphone. C'est l'autonomie de batterie. Donc, ce téléphone, il est doté d'une cellule de batterie de 6300 mégaampères. OK. Et donc, oui, ça a vraiment Intéressant. Et j'ai beaucoup entendu parler de la qualité de ce nouveau téléphone en termes de photos. Est-ce que c'est vrai? Oui, oui, il prend vraiment de belles photos. Et il a aussi 3 objectifs différents, l'ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif aussi. Et ce qui m'a plu encore le plus, c'est le fait de pouvoir prendre des photos en mode nuit, mais la qualité est quand même, elle est quand même bonne. Ouais. On arrive à voir vraiment les détails C'est vraiment sur la impressionnant, c'est photo. vrai. Mm. OK. Et est-ce que la qualité de vidéo est aussi bonne que la qualité de photo? Oui, en vrai, oui, je trouve que c'est vraiment une bonne qualité de vidéo aussi. J'ai la possibilité de filmer en plusieurs frames par seconde, que ce soit en 24, 30, 60 ou même en 120. Mais ça dépend aussi de la... Si par exemple je veux filmer en 4K, j'ai pas la possibilité de faire tout ça. Genre, j'aurai la possibilité de filmer en 24, 30 et en 60, mais en HD, en 1080. Désolée, en 1080, j'aurai la possibilité de filmer aussi en 60 et en 120, même 240. OK, intéressant. Ah. Et pourquoi avez-vous choisi la couleur bleue au lieu d'autres couleurs? En vrai, il n'y a pas vraiment une seule cause, mais j'aime bien la couleur. Je trouve que c'est original, c'est spécial. OK, c'est bon. Mais il y a quand même d'autres couleurs. Il y avait le choix entre le blanc, le argent, je ne suis pas sûre, mais noir aussi. Mhm. Et voilà, graphite aussi. Mais je préférais cette couleur, c'était... OK, je comprends. Puis est-ce que vous aimez acheter un nouveau téléphone d'Apple quand ils sortent ou vous aimez sauver votre argent au lieu? Ben, en vrai, ça dépend. Ben, si j'ai de l'argent, pourquoi pas, mais sinon, non, j'ai pas de... Je suis pas ce genre de personne. Enfin, j'aime pas trop acheter rien que pour acheter, mais j'avais un iPhone aussi avant, j'avais un 11 Pro. OK. J'ai changé avec le 12 Pro Max. C'est juste pour avoir, comme je vous ai dit, un grand écran. C'est plus C'est une facile. différence de la taille Plus d'écran. visible aussi. Exactement, c'est bien OK, je ça. comprends. Mm. Et combien d'heures par jour tu dirais que tu utilises ton téléphone? Ça dépend. Dernièrement, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai des examens, j'ai des révisions à faire. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup le OK, temps ouais, je d'utiliser mon comprends. téléphone. C'est surtout pour appeler la famille, pour avoir des nouvelles de mes amis, ma famille. OK. Donc, Voilà. c'est tout pour cette entrevue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir expliqué les raisons pour lesquelles vous valorisez votre téléphone pour la communication à longue distance et autres. L'invité à suivre serait un individu qui valorise la santé de la peau, M. Bader. C'est avec honneur qu'il va pouvoir nous parler d'huile d'argan et de l'avantage de son utilisation fréquente. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, c'est belle matinée. Je suis accompagné de Gabriel qui va nous présenter son objet. Alors, son objet, c'est un gant de baseball et elle est ici en studio aujourd'hui pour nous en parler. Alors, bon matin, Gabriel, ça va bien? Bon matin, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Alors, pourquoi le gant de baseball? Pourquoi tu viens nous parler de ton objet? En fait, le gant de baseball, c'est un objet qui représente mon sport, ma passion. Donc, ouais, j'ai décidé de vous présenter ça parce que ça a l'air anodin, mais c'est quand même très spécifique là, comme matériel. Nice, nice. Fait que, tu parles de ton gant de baseball. Est-ce qu'il y a quelque chose qui signifie pour toi? Y a-t-il quelque chose en particulier, ton gant? En fait, je me suis acheté il y a environ 3-4 ans. C'était pour... c'est comme un cadeau que je me faisais, mais comme maintenant, vraiment, ça m'a aidé dans mes performances. Puis c'est quelque chose qui va me rappeler toutes mes années de baseball de jeunesse. Tu parles de ça acheté il y a 4 ans. Tu te souviens de la place que tu l'as acheté? Tu te rappelles-tu? Ouais, dans ma ville, il y a un magasin Baseball Town qui vend tout le stock de baseball. Puis c'est là-bas que je suis allée chercher. T'as acheté d'autres objets? C'est la première fois que tu achètes comme tu... Non, vraiment pas. Cette fois-là, je pense que je me suis acheté 2 gants de baseball, donc un pour l'avant-champ puis un pour le champ. Sinon, je vends les battes de baseball, tout le stock, là, ouais. Nice, nice. Je vois aussi, je remarque ça, puis tantôt, il est assez petit. Est-ce qu'il y a une différence par rapport, mettons, à un gant de gars ou de fille niveau grosseur du gant? En fait, il n'y a rien qui diffère. C'est seulement la position à laquelle tu vas jouer que le gant va changer de grandeur ou de forme. Sinon, gars, fille, gaucher, droitier, c'est la même affaire. OK, OK, nice. Tantôt, j'ai entendu parler d'avant-champ ou de champ extérieur, je pense. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence? L'avant-champ, c'est la partie où il y a du sable, donc où que tout le jeu de rapidité va se faire pour retirer les joueurs qui sont en course. Sinon, tu as le champ extérieur, c'est là que la plupart des balles vont être frappées, donc les relais doivent se faire. As-tu une place que tu préfères jouer, toi? J'ai toujours préféré jouer champ extérieur. Malheureusement, je me suis blessée, donc j'ai fini par jouer champ intérieur et être à ma position que je pouvais. Oui, tu me parles de ton objet, qui est un gant de baseball, fait que je suppose que tu dois vraiment aimer ça le baseball. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de ta passion à part de où? Est-ce que mettons, tu jouais au primaire, au secondaire ou... J'ai commencé en 4e année de primaire. Ça m'a pas mal suivi tout au long de mon secondaire. Puis encore aujourd'hui, je joue dans une ligne féminine du Québec. Ouais. Fait que tu as des équipes au primaire, des équipes au secondaire. Si tu veux continuer, je suis sûr qu'il doit en avoir collégial. J'étais supposée faire une équipe collégiale au Québec. Mais c'est pas des équipes d'école, c'est vraiment des équipes de ville. Mais sinon, rendu à un certain niveau pour les filles, c'est plus la balle molle. Okay. Donc, cette année, c'était la première année qu'il y avait une équipe régionale féminine. Donc, on va continuer avec eux pour le reste des étés. Puis, vite fait, as-tu un parcours que tu as fait? Genre, tu peux-tu nous expliquer ton parcours? En fait, tu as déjà expliqué que tu as commencé au primaire, tu es au secondaire. Est-ce que tu te vois continuer encore longtemps à jouer au baseball? Est-ce que tu veux comme aller au prochain step ou tu comptes juste? Non, je compte continuer. En ce moment, je suis coach et joueuse, donc... Oh ben, c'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui. La semaine prochaine, on va avoir Marie-Ève dans nos studios qui va venir nous parler de sa première paire de baguettes. Alors, guys, on se revoit la semaine prochaine. Puis merci encore à Gabriel d'être venu nous passer dans nos studios. Alors, merci beaucoup. C'était pas super, le fait. Je regarde pas les caméras. Tu regardes pas les caméras? Vas-y,
Bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'émission À découvrir. Je m'appelle Gabriel, votre animateur préféré. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir avec moi M. Vincent Godet, qui nous parlera de sa fameuse manette de PlayStation 4. On va parler aujourd'hui de la valeur qu'elle a pour lui. Alors, sans plus tarder, comment ça va, Vincent? Ça va très bien. Good. Dans le fond, tu nous parles d'une manette de PS4, mais ça part de où, les manettes? Oui, super bonne question. Donc, à la base, la première manette, logiquement, elle venait avec la première console. Puis celle-ci, ben, c'était la Magnavox Odyssey, une console de 1972. Donc, la manette pour cette console-là ressemblait en fait à un rectangle avec juste 2 boutons rotatifs qui n'étaient pas comme ceux-là. C'était différent, c'était vraiment tourné. Puis un bouton reset. Sinon, il y avait juste un tout petit fil qui reliait à la console, puis c'est tout. Sinon, dans la même époque, plus ou moins, pas mal plus populaire, on a la compagnie Atari qui a fait beaucoup de manettes très populaires. Les 2 principales, je dirais, c'est celle pour le jeu Pong et aussi celles qui ont créé pour leur console la Atari 2600, dans le fond, qui avait un design que tout le monde reconnaît presque. C'est un joystick avec un bouton. C'est simple comme ça. Puis je dirais même qu'il y a beaucoup de gens qui pensent probablement que c'est la première manette, mais en vérité, c'est pas ça. Fait que les anciennes manettes étaient complètement différentes de ceux qu'on a aujourd'hui. Oui. Quand est-ce qu'il y a eu une sorte de corrélation entre les nouvelles manettes et les vieilles? Oui. Donc, personnellement, moi, je dirais que la première manette qui a vraiment commencé à ressembler à comme ceux-là ici, c'est celle de la Famicom en 1983 où... Famicom? Oui. Bien, en fait, je vais expliquer. La Famicom, c'est la console qui était le modèle pour la Nintendo Entertainment System, la NES. Okay. C'est juste la version japonaise. Donc en 83-85. Et je dis que ça ressemble parce qu'il y avait la croix, il y avait les boutons, puis ben c'est pas mal juste ça, mais c'est déjà un début de ce qui commence à ressembler à la manette que j'ai amenée ici. Avec beaucoup moins d'éléments, c'est sûr, mais c'est vraiment le début de ce genre de modèle ici. Un gamepad que j'appelle personnellement. Sinon, ensuite, on saute pas mal plus loin. Après la NES, il faisait juste rendre ça même style, juste plus rond, plus confortable. Là, en 94, PlayStation, première PlayStation qui sort. Là, on rentre vraiment dans quelque chose qui ressemble beaucoup, beaucoup à ça. C'est quasiment pareil, mais juste sans les joysticks, en fait. Puis ensuite, quelque chose de plus unique, de plus bizarre. En 96, juste 2 ans après, il y a la Nintendo 64 qui va sortir, qui, elle, a une manette vraiment complètement unique, complètement bizarre. C'est comme en forme de M, avec un joystick. Puis il y a comme 6 boutons, c'est l'enfer. Mais c'est la première manette de ce style-là, gamepad. Ils en mettent un joystick comme on les connaît aujourd'hui. Il y en avait juste un, mais c'est quand même là que ça a commencé. C'est aussi la première... qui a introduit les vibrations quand on joue, avec un module qu'il fallait acheter séparément qui faisait ça. Puis tu peux-tu me donner des exemples de manettes un peu moins conventionnelles que tu connais? Ben oui, il y en a plein, c'est sûr. Quasiment toutes les manettes, on pourrait dire, sont uniques d'une façon. C'est sûr, il y en a qu'on peut même pas différencier quasiment, mais... il y a surtout Nintendo, qui sont quand même une compagnie qui pense, tu sais, quand même... pas dans le futur, mais ils pensent différemment. C'est malheureusement tout le temps qu'on a aujourd'hui. C'était super intéressant. Merci d'avoir amené ta manette. Pour la prochaine émission, on va avoir avec nous Gabriel Éluard qui nous parlera de son shaker. Alors restez à l'affût et on revient tout de suite après la pause.
Alors, bonjour et bienvenue à notre émission À découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler à Gabrielle Fournier qui va nous parler de son hydroflasque. Salut Marie-Ève. Salut. Alors, pourrais-tu nous expliquer pourquoi as-tu choisi cet objet? Dans le fond, pour moi, cet objet-là, c'est quand même un objet important, même plus que mon téléphone intelligent, je te dirais. Quand je ne l'ai pas avec moi, j'ai un genre de petit stress qui rentre. C'est vraiment un lien émotionnel, je te dirais. Donc, depuis que je bois de l'eau, on dirait juste que je me sens mieux. Puis, pour moi, avoir de l'eau glaciale, c'est important. Puis, c'est la seule que j'ai trouvée qui me donnait ça. OK. Puis, dans le fond, est-ce que tu as déjà été stressé ou as-tu déjà oublié ta bouteille à quelque part? Moi, je l'avais oublié chez un de mes amis pendant, je pense, 2 semaines. Puis, à chaque jour, je stressais parce que je buvais plus d'eau. Je me sentais moins bien. Fait que je trouvais que ça avait vraiment comme un effet négatif de ne pas avoir. Fait que depuis ce temps-là, je fais vraiment encore plus attention. OK, c'est bon ça, c'est intéressant. Et puis, depuis quand que tu as ta bouteille? Depuis quand ça remonte à? Bien, dans le fond, celle-là, c'est une nouvelle. Je l'ai achetée, ça fait peut-être 2 semaines. OK. Mais sinon, avant ça, j'en avais une, ça faisait 2 ans. C'est juste qu'elle était rendue toute poquée sur les côtés. Fait que je vais la changer pour une plus grosse aussi parce que, dans le fond, ce que j'avais avant, c'était une 24 onces, puis je la finissais assez rapidement. Tandis que ça peut me durer 2 refills pour une journée. OK. Donc, tu l'as échappé souvent. Ouais, non, elle avait beaucoup de pocs sur les côtés. C'était plus très beau. C'est normal d'échapper Ouais. des choses. J'étais assez gaffeur. Puis, où est-ce qu'on peut se procurer cette sorte de bouteille d'eau-là? Ben moi, je suis chanceux, je travaille au Atmosphère. Fait que j'ai pu m'en procurer une à rabais. Mais sinon, il y en a aussi au Cell, au Winner. Je pense qu'il y en a même au Canadian Tire. Vraiment, c'est dans des places de détail. Hein. Donc, dans les magasins proches, quand même. Oui, exact. OK, c'est intéressant. Je pense que je vais aller m'en acheter une. Je te le conseille fortement. Puis, d'où as-tu entendu parler de cette bouteille? C'est ma soeur qui m'a montré ça. Au début, elle me disait comme quoi que c'était la meilleure eau, puis je la croyais pas. Jusqu'à temps que je prenne une gorgée d'eau avec plein de glace, puis honnêtement, ça a changé ma vie. Depuis ce temps-là, j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de glace parce que c'est la meilleure eau, je te dirais, de l'eau glaciale. Oui. Puis tu trouves-tu une différence dans le goût ou... Bien, moi, je déteste l'eau du robinet. Puis si tu es un vrai buveur d'eau, tu vas savoir que c'est pas toutes les eaux qui goûtent la même chose. Fait que non, pour vrai, c'est vraiment la meilleure eau que j'ai pu trouver. Intéressant. Et puis, pourquoi une bouteille d'eau? Ben, je sais que c'est un peu anodin, mais c'est juste que pour moi, une bouteille d'eau, c'est assez important. Ça t'apporte quand même des bienfaits au niveau de ton corps. Tu vas avoir une meilleure peau, c'est bon pour la digestion, puis des choses comme ça. Fait que c'est quand même des affaires de base. Moi, avant, j'étais sûr qui pensaient que juste boire du Gatorade, c'était bon pour toi. Mais depuis que j'ai ça, je bois beaucoup plus d'eau, puis je trouve que ça a vraiment un effet positif sur ma vie. OK, c'est intéressant. Puis, tu dois avoir partagé ce produit avec d'autres personnes. C'est comme rendu mon cadeau genre de prédilection à Noël maintenant. À chaque fois que quelqu'un de ma famille manque une bouteille d'eau Hydroflash, j'en achète une juste pour qu'ils comprennent l'expérience. Puis à date, il n'y a personne qui a été déçu. Tout le monde pour voir la différence. Oui, c'est ça. Tout le monde en redemande. Fait que c'est vraiment grâce à ma soeur, dans le fond, que tout le monde a ça maintenant. OK, c'est intéressant. Donc, tu embarques tout le monde dedans. Oui, exact. C'est vraiment une compagnie qui est nice, je trouve. Puis ils ont plusieurs produits. C'est pas juste... Donc, désolé, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci et on vous revoit après la pause.
bonsoir à vous tous. Merci de nous rendre visite encore une fois à notre émission Démonstration à découvrir. Mon nom est Bader et je serai votre animateur pour les prochaines 5 minutes. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevrons Kyle. Bonjour Kyle. Bonjour. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Qui présentera les patins de hockey. Ok, on commence avec la première question. Alors, vous venez nous parler à propos des patins de hockey, c'est ça? Oui. À quel âge as-tu commencé à patiner? Alors, j'ai commencé à patiner à l'âge de 5 ans, Ouais. qui est vraiment jeune. Puis j'ai appris dans ma cour arrière. Alors, j'ai pu construire une patinoire. C'était pas une grosse, mais c'était assez grand pour apprendre comment patiner. Alors, j'ai fait ça pendant quelques années, juste patiner en arrière dans ma cour. Puis un jour, j'ai décidé d'aller prendre des vrais cours Ouais. par quelqu'un qui sait comment patiner. Alors, j'ai fait ça pendant quelques ans. J'ai vraiment appris. Ensuite, après ça, j'ai commencé à jouer au hockey. Puis, la base de commencer à jouer au hockey, c'est de patiner. Si tu ne sais pas comment patiner, tu ne peux pas jouer au hockey sur glace. Alors, j'ai fait ça pour quelques ans, puis j'ai vraiment adoré ça. Ouais, c'est Puis impressionnant. je m'ai acheté ma première paire de patins à l'âge de 10 ans. Ouais. Ouais. C'est impressionnant. OK. Parle-nous de comment tu as appris de nouveaux systèmes. Alors, il y a un nouveau système qui est sorti avec presque toutes les compagnies de patins. Ouais. Puis c'est un système qui s'appelle Trigger. Puis tu es capable de changer ta lame. Si ça brise pour une raison ou une autre, tu peux juste l'enlever. Puis c'est comme un petit clip, puis tu le rends, puis ça va rester là. Ça sauve tu peux sauver l'argent avec ça pour acheter une nouvelle paire de patins à chaque année. Alors, tu es juste capable de changer la lame, puis ça va te garder bon pour le reste de la saison. Ah, OK. C'est- Est-ce qu'il est trop tard à commencer à patiner? Il n'est jamais trop tard à commencer à patiner. Je connais des personnes qui ont commencé à patiner à notre âge, puis plus vieux, puis ils jouent dans des ligues, ils patinent juste pour le fun. J'ai été patiner 2 fins de semaine passées, puis il y avait il y avait du monde de tout âge. Puis vraiment, puis c'est impressionnant. Comme ils commencent à un âge très haut, mais les skills qu'ils ont, c'est super. Ouais. Tu le trouves-tu difficile ou bien facile pour les débutants? C'est un peu difficile, mais quand tu commences à patiner puis tu es vraiment habile, là, tu vas passer ça. OK. Comme, Je comprends. Est-ce qu'il y a des patins pour des enfants? oui, alors il y a ces patins ici, mais plus petits. Puis aussi, quelque chose de très intéressant, c'est que les patins, ils ne font pas la même façon qu'un soulier. Ouais. C'est 2 grandeurs plus petits ou plus grands. Alors, comme par exemple, moi, je suis une grandeur 7 en soulier, je serai une grandeur 5 en patin. Ouais, c'est Alors, ça dépend de quelle grandeur, mais ils ont créé des patins où ça s'attache à ton soulier. Puis c'est juste des petits velcro, puis ça va... Y a-t-il des critères qu'il faut suivre pour acheter des bons? Ça vraiment dépend de quelle sorte de patin tu regardes pour. Ça, c'est des patins spéciaux pour le hockey. Ouais. Il y a des patins qui s'appellent des patins récréatifs, où ça n'a pas... C'est juste une botte. Ça n'a pas la partie en arrière, mais c'est juste une botte. Puis il y a aussi des patins pour... Si tu aimes danser, comme ice skating, Ouais. tu peux... ils ont des patins pour ça. Alors, Compris. Nous sommes déjà à la fin d'émission, alors je dis merci beaucoup à Kyle. Merci. Merci pour sa visite et dans notre studio, on connaît maintenant beaucoup mieux sur les patins de hockey.
Bonjour, bienvenue à tous et merci de nous rendre visite encore une fois à votre émission de démonstration. Mon nom est Carl Lambert et je serai votre animateur pour les prochaines 5 minutes. Aujourd'hui, nous avons Vincent Lefebvre qui vient nous présenter sa lampe de lave. Allô? Bonjour. Qu'est-ce qu'une lampe à lave? Une lampe à lave, ça contient majoritairement, mais il y en a plus que ça, là, mais c'est majoritairement 3 éléments. De l'huile, de l'eau minérale et de la cire. Une cire spéciale qui est pas mal difficile à dire, ça je vais pas essayer, même si ça pourrait être le fun pour le monde à la maison, mais quand même, je vais me retenir cette fois-ci. Mais sinon, comment ça marche, c'est le mélange de cire cire et d'huile va se faire réchauffer par une ampoule dans le socle ici, qui va être allumé. Puis là, le socle va réchauffer le wax qui va faire monter en haut, puis va le rendre moins dense, puis il va le faire monter à travers l'huile. Puis là, quand il va arriver au top, il va refroidir à cause qu'il est plus proche de la lampe, assez proche de la lampe. Puis là, il va recommencer à descendre. Puis là, ça va être un cycle éternel. Puis là, ça va créer l'esthétique qu'on aime autant avec les lampes à lave. Très intéressant. Qui a inventé cette magnifique lampe? C'était un Anglais en 1948. Il a vu un genre de minuteur dans un bar qui utilisait un genre de même, le même concept de réchauffer quelque chose, puis là, ça monte, puis là, il a vu ça, puis ça lui a pris 15 ans avant de faire son premier, de mettre son premier prototype sur le marché. Très intéressant. Quand est-ce que les lampes à lave ont devenu populaires? On penserait que les lampes à lave, ça serait été populaire pendant les années 60 et 70 avec les hippies, la drogue, les hallucinogènes, puis tout ça. Mais non, c'était pendant les années 90. Puis je pense, puis plusieurs d'entre nous pensent que c'est à cause du film Austin Powers qui a sorti, puis là, qui a redonné toutes les vibes des années 60, 70, puis là, plein de monde sont allés acheter des lampes à lave similaires à ça. Très intéressant. Pourquoi tu choisis cette lampe? Je crois que beaucoup de monde connaissent la lampe à lave, mais ils ne savent pas comment ça marche ou ils ne savent pas d'où ses origines arrivent. Je crois que c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup d'affaires de ces jours-ci, là. On sait ce que c'est, mais on ne sait pas d'où ça vient, c'est quoi ses débuts. C'est pour ça que j'ai choisi la lampe à lave. Quel est un fait très intéressant? OK. C'est arrivé sur les télés pour la première fois dans Doctor Who. Ça, c'était quelque chose. La plus grosse lampe à lave au monde est 4 litres et, je crois, 6 mètres de haut. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre, là? Je suis sûr que je peux me rappeler quelque chose. Je crois que toutes les lampes à lave, il n'y en a pas une seule de pareille. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Merci beaucoup à Vincent de sa visite dans le studio. On connaît maintenant beaucoup mieux sur cette magnifique lampe. Soyons avec nous pour le prochain épisode, alors que notre chroniqueur Maxime Balbeuf vient nous expliquer l'histoire de la batterie. Merci, et à plus tard. Bye!
Bonjour, bienvenue à découvrir. Aujourd'hui, dans notre émission de démonstration, on accueille Marie-Ève avec sa première paire de baguettes. Donc, bonjour Marie-Ève, ça va bien? Bonjour, oui, et vous? Ça va super bien. Donc, tu as amené avec nous en studio ta première paire de baguettes. Est-ce que tu pourrais nous dire l'origine de la paire de baguettes? La paire de baguettes en général? Oui, exactement. Okay. Dans le fond, les origines, ils viennent de la Chine. Avant, dans le vieux temps, c'était fait avec des os d'animaux et puis maintenant, de ces jours, c'est fait avec du bois ou métal, des fois. OK. Je suis pas mal sûre. Oui. Puis, pourquoi on les utilise? Qu'est-ce qu'ils font en particulier? Dans le fond, ils aident à manger plus lentement, okay. Ce qui est comme très bénéfique pour la santé. Parce que de ces jours, le monde, ils ont tendance à manger plus vite, plus rapidement. Puis, c'est dit que ça rend les doigts plus flexibles. OK. Tu m'as parlé qu'on les utilisait avant, donc il y a longtemps. Est-ce qu'on les utilise encore à ce jour? Oui, c'est bien utilisé à ces jours. C'est pas mal offert dans tous les restaurants. Il faut juste demander, comme genre Ouais. OK. Puis, tu l'as amenée en studio, elle doit avoir une valeur. Pour toi, est-ce que tu l'utilises encore? Oui, je les utilise encore. Ça a une très grande valeur à moi. Puis, il y a comme une grosse histoire derrière cette paire. Est-ce que tu serais partante pour nous parler un petit peu de cette histoire? Oui, si vous voulez. Dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand j'étais plus jeune, je faisais des scouts. Et puis, on est allé à un camp d'été. Et puis, dans le fond, il y avait un groupe qui venait dans le fond, d'un pays haïtien. Et puis, il avait emmené plein de paires pour donner au groupe, pour, monter leur gratitude. Les groupes qui ont ressorti le plus, d'après eux, comme qu'ils ont plus accueilli au pays, des choses de même. Puis, notre groupe, ça a été un de ces groupes. Puis, oui, je suis très contente d'avoir cette paire. Ça fait combien de temps que tu l'as? Je dirais ça ferait environ 5-6 ans, même peut-être plus. OK, donc les scouts, c'est assez récent. 5 ans, oui. C'est quoi que tu préfères? Est-ce que tu as de la difficulté à manger avec ou t'aimes ça? Non, je me suis vraiment bien habituée. Ça a été un apprentissage vite pour moi. Ça a été facile pour moi à l'apprendre. Puis, dernière question, sushi ou pad thai avec les baguettes? Ouf! Je dirais sushi. Sushi? Oui, définitivement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus faciles à ramasser que les... Donc, merci. C'était tout pour nous avec Marie-Ève pour sa paire de baguettes. Donc, revenez-nous tantôt avec Gabriel Fournier et sa bouteille Hydroflasque. C'était pas vrai?
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission à découvrir. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Bader qui va nous parler de l'huile d'argan et son importance dans la vie. Bonjour Bader et bienvenue. Merci. Alors pour commencer, c'est quoi l'huile d'argan? Qu'est-ce que vous L'huile pouvez nous d'argan dire? est une huile végétale produite à partir des fruits d'arganier et riche en vitamine A, vitamine E et des antioxydants. Cette huile est produite depuis les siècles par les femmes amazighs qui viennent de la région de Souss-Massa au Maroc. Impressionnant. Mais par exemple, si on veut acheter cette huile, comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est une bonne qualité ou c'est de l'huile vraiment originale? La qualité d'une bonne huile d'argan authentique. dépend beaucoup pour le mode de récolte et de production. C'est-à-dire, pour obtenir un produit de bonne qualité, il faut savoir l'assurance et tout sera certifié. D'accord, parfait. Mais est-ce que l'huile d'argan est considérée aussi comme produit alimentaire, comme un produit qu'on peut utiliser pour cuisiner ou autre? Oui, ses propriétés organoleptiques en font une huile précieuse pour l'art culinaire. D'accord. Son goût d'amande et noisette et sa couleur dorée. Parfait. Mais on l'utilise aussi pour les produits cosmétiques. J'ai entendu parler que c'est un produit qu'on peut utiliser même comme des produits de beauté pour garder peut-être la peau ferme et aussi pour les cheveux apparemment. Oui, c'est utilisé depuis des siècles par les femmes amazighs pour ses propriétés cosmétiques. Cette huile de couleur miel est riche en acides gras essentiels et oméga 6. C'est la meilleure formule pour la santé, surtout la peau et les cheveux. Parfait. Est-ce que vous avez au Maroc une ville spécifique où sont préparées l'huile d'argan? Oui, surtout ma ville natale, Agadir, et surtout la région Souss-Massa. Il y en a des champs et tout ça pour l'agriculture, les arbres d'argan et tout ça. D'accord. Et est-ce que vous avez une idée sur les prix? Par exemple, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui veulent peut-être se procurer ça? Ça dépend de la qualité de prix, la qualité d'huile. Il y a une charte de prix, ça dépend de la qualité. Si on a une bonne qualité d'huile d'argan, on dirait que ça coûtera $40 par litre ou bien ça. D'accord, mais est-ce que vous ne savez pas si, par exemple, l'utilisation de cette huile, par exemple pour notre peau ou pour nos cheveux, est-ce que ça a des conséquences peut-être néfastes ou... Non, je pense pas. D'accord, c'est que vous ne pensez pas ou qu'il n'y en a pas carrément? Non, il n'y en a pas. C'est tout naturel, c'est tout biologique. Je pense qu'il n'y en a aucune conséquence. D'accord. Mais sinon, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous regardent et pour peut-être leur donner envie Je recommande fortement d'utiliser l'huile d'argan, surtout pour les cheveux. Ça éclate et donne un look brillant et tout ça. Surtout dans l'été, je recommande. On peut l'utiliser comme on peut. Oui, c'est ça. Parfait. Bon, c'est ce qu'on avait pour aujourd'hui et nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Alors, je vous remercie déjà d'avoir répondu à nos questions. Et on va avoir Kyle Lambert pour la prochaine rencontre. Il va nous parler de ses patins de hockey.
bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Éluard qui va nous parler de sa bouteille d'eau, ou plus spécifiquement son shaker. Donc, bonjour Gabriel. Bonjour. Elle vient d'où cette bouteille d'eau-là, en fait? En fait, j'ai acheté cette bouteille d'eau en ligne parce que j'avais cassé mon autre bouteille d'eau. On s'entend que les bouteilles d'eau en plastique, ils ne durent pas longtemps. Mais le côté positif, c'est qu'ils sont plus portables puis légers. Donc, ils sont parfaits pour faire de l'entraînement, on peut dire. Oui, moi je comprends. Puis pourquoi ils sont parfaits pour s'entraîner plus précisément? Bien, parce que, encore, c'est léger, puis tu peux faire n'importe quel mix avec, comme mettre de la protéine ou des BCAAs qui sont genre des électrolytes. Puis du pre-workout, si tu manques d'énergie, tu fais juste de te réveiller, genre. Mais, puis ouais, c'est à peu près ça, là. C'est bon. Puis vous avez dit plutôt qu'ils ne durent pas longtemps. Combien de temps à peu près est-ce qu'on peut expecter, mettons, une bouteille comme ça? Combien de temps? Je dirais peut-être 1 an, si tu l'échappes pas, ce que j'ai fait. Ouais. Puis, mais 1 an, moi je pense que c'est à peu près 1 an. Mais ça peut durer plus comme 3 ans si tu fais vraiment attention. Okay. Mais le plastique, après longtemps, il ne va pas être la même qualité. C'est bon. Fait que c'est ça dépend de la bouteille et de l'utilisation, mettons. Ouais. C'est bon. Puis dans une semaine typique, combien de fois tu l'utilises, la bouteille? Je dirais que j'utilise à chaque jour. Je la remplis peut-être 3-4 fois parce que je peux pas vivre sans ma bouteille d'eau. Comme, le plus que je bois, le plus que je suis en santé, on peut dire. Mm-hmm. Donc, puis je me sens que c'est bon pour la santé aussi. Puis je pense que je suis plus attentif, puis plus de bonne humeur quand je bois beaucoup d'eau. Donc, c'est bon de traîner ça avec moi. Ouais. C'est une bonne habitude, c'est Ouais, sûr. une bonne habitude. Puis c'est quoi les prix, mettons, pour une bouteille comme ça? Puis comment on s'en trouve une aussi? Une bouteille de même, je dirais de 10 à 30 pièces. 10 à 30 $, je veux dire. Mais ça, c'est pour des bouteilles d'eau comme ça qui sont plus... qui durent moins longtemps, mais tu peux avoir des shakers de jusqu'à 60 $ qui peuvent... bien, ils ont plus de fonctionnalités, comme des affaires à l'intérieur qui aident à shaker. OK. Puis de mélanger les... qu'est-ce que tu veux mettre dedans. Ouais. OK. Puis y en a-tu qui sont pas en plastique ou c'est vraiment juste c'est en plastique tout le temps? Bien, d'habitude, c'est plus en plastique. Pour que ça soit plus léger? Oui, plus que ça soit plus léger. Mais pas à ce que je sache, je pense pas qu'il y en a en métal ou en aluminium, ou je suis pas sûr. Ça serait plus un shaker? Oui, c'est ça. OK, je comprends. Ouais. Puis est-ce que c'est juste de l'eau que tu mets là-dedans ou ça peut être autre chose? Ou ça serait quoi autre chose, mettons? Bien, moi, d'habitude, je mets de l'eau avec du lait quand je mets de la protéine. Puis je mets juste de l'eau quand je vais mettre des BCAAs, les électrolytes, parce que ça goûte moins bon. C'est genre sucré, là, fait que je mets pas de lait. Mais c'est plus... Je pense que... Mais c'est pas... Je mets jamais de jus ou rien de même. C'est plus majoritairement du lait ou de l'eau. Ouais. OK. Puis il faut que je fasse sûr de le laver après aussi pour le réutiliser après. Oui, c'est bon, je comprends. As-tu déjà pensé peut-être, c'est une question bizarre, mais faire une collection avec ça ou c'est vraiment juste t'en achètes une à brise, t'en achètes une autre? Mais je pense que je fais pas de collection à cause qu'il brise, justement. Donc il se ramasse dans la poubelle. Ouais. Mais je pourrais, ça serait le fun. Je pourrais les framer sur mon mur, genre, en or. OK. Bon, c'est tout le temps qu'on a malheureusement pour aujourd'hui. Mais merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Vincent Godet. Restez juste ici pour la prochaine émission. On va recevoir Adia Jedi qui va nous parler de son téléphone intelligent ou plus précisément de son iPhone. Donc, restez juste avec nous après la courte pause.
right. Bienvenue à l'émission À découvrir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui avec moi en studio, Maxime Malbeuf. C'est un plaisir d'accueillir Maxime pour la première fois avec nous à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, on va parler de ses bâtons de batterie et je crois qu'on peut rentrer direct dans le vif du sujet. Bonjour, Maxime. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes bâtons que tu as apportés aujourd'hui? J'ai apporté mes bâtons de batterie à cause que comme je joue de la batterie, mais j'ai pas pu apporter mes batteries. Donc, j'ai pris comme des cours lorsque j'étais plus jeune et aussi maintenant. Et ouais. Cool. En quelle année est-ce que la batterie a fait son apparition? La batterie a fait son apparition en 1980. Bon. C'était au Moyen-Orient. Et il y avait seulement une caisse claire et aussi des cymbales. Bon. Lequel des instruments de la batterie est le plus vieux? Le plus vieux, c'est la caisse claire, la cymbale, tu m'as dit... C'était la caisse claire. Caisse claire, cool. Quand la batterie a-t-elle gagné de la popularité? La batterie a gagné de la popularité lorsque les musiciens de l'autrefois jouaient de la musique jazz et il y avait une personne qui s'occupait pour faire la cymbale, l'autre pour la caisse claire, puis un autre pour l'autre, ouais. OK. Quand est-ce que le batteur est devenu aussi important que les autres musiciens dans des groupes? En 1990. OK. Et il y avait un batteur par groupe, puis c'est là où c'est devenu plus populaire. OK. Qu'est-ce que la batterie... est-ce que la batterie continue à connaître du succès aujourd'hui? De nos jours, la batterie continue à connaître du succès, puisque on la connaît maintenant. Peux-tu nous montrer un petit peu des mouvements que tu ferais, genre jouer, genre fille... Ça serait comme ça. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que toi, tu as un numéro ou comme une pièce musicale, est-ce que toi, tu aimes beaucoup faire? J'ai pas vraiment de numéro de pièce musicale. Non? Non? T'as aucun groupe que tu aimes plus jouer que les autres? Rien? Tu vas vraiment jouer n'importe quoi? Oui. Wow. OK. C'est vraiment cool. Mais sinon, même avec la batterie, je suis sûr que tu peux jouer d'autres instruments. Puis, ouais. Ça serait lesquels, ceux-là? Peut-être trompette. La trompette, cool. C'est toujours un instrument intéressant à jouer. Puis, OK. C'est malheureusement la fin de notre émission. Merci à Maxime pour nous avoir aujourd'hui. Après la pause, Maud va nous parler de sacs réutilisables.